Donc moi, je m'appelle Judith, hein, je m'occupe du marketing chez SynUp et j'ai le plaisir ce matin d'introduire ce webinaire et de présenter le sujet qu'on va vous présenter ce matin. Donc, pour parler un petit peu du contexte du sujet, donc depuis quelques mois, on peut dire que la crise sanitaire bouleverse l'organisation de nos entreprises, surtout avec la mise en place massif et inédite du télétravail. Et dans ce contexte, les entreprises sont obligées de se soucier de plus en plus du bien-être au travail et surtout de l'engagement des salariés dans le sens large du terme, de l'engagement dans l'entreprise. Et chez SynUp, nous estimons que l'engagement, ce n'est pas une simple préoccupation RH, mais plus un facteur de réussite primordial pour la réussite d'un projet collectif, et notamment le type de projet que nous allons évoquer ensemble ce matin, c'est-à-dire un projet de veille collaboratif. Donc, après ce court introduction, j'ai le plaisir de vous présenter ma collègue Avital, qui va animer le webinaire ce matin et qui va vous présenter le sujet de l'engagement avec l'indice IBET. Avital, je te passe la parole. Bonjour à tous, je suis Avital, je suis Account Manager chez SynUp. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce mini-webinaire autour de la veille et de l'indice IBET. Donc l'indice IBET qui est l'indice de bien-être au travail, qui est un outil que je vais vous présenter aujourd'hui et sur lequel vous allez potentiellement pouvoir vous appuyer, notamment dans la mise en place d'une démarche de veille collaborative. Alors, je vais juste passer les slides. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, un petit rappel de qui on est chez SynUp. On propose une plateforme de veille stratégique qui permet notamment aux entreprises, aux organisations de collecter de l'information en temps réel sur le web, sur les actualités, sur les blogs, sur les forums, sur les réseaux sociaux, sur des sujets que les organisations ont déterminés au départ. Ça peut être les concurrents, ça peut être les innovations, ça peut être l'écosystème, ça peut être les secteurs, etc. Les informations remontées, elles sont ensuite analysées sur la plateforme et puis ensuite elles sont diffusées via divers canaux qui sont par exemple des tableaux de bord, des alertes ou encore des newsletters. Donc ça, c'est pour la partie logicielle. On propose également un service études et analyse. Donc on a une équipe d'analystes aujourd'hui qui est capable de rédiger des notes de tendance, des rapports d'analyse, des bilans de campagne, des fiches d'identité, pour le besoin des entreprises, sur des sujets qui ont été, sur des besoins qui ont été exprimés au départ. Et puis on a un troisième volet qui est l'accompagnement et la formation. Donc évidemment la formation à l'outil, parce que tout au long de la démarche, c'est important de pouvoir être formé notamment sur les évolutions et utiliser l'outil d'un point de vue optimisé. Et puis il y a toute la démarche accompagnement, parce qu'on sait qu'au-delà de l'outil, ça va être très important de créer une dynamique et également animer le réseau, et ça va être un peu le cœur du sujet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on le sait, dans un process de veille, évidemment, que de collecter de l'information, savoir détecter des opportunités, anticiper des risques, détecter des signaux faibles, c'est essentiel. Mais ce qui va rendre la démarche riche, c'est de pouvoir s'appuyer sur l'intelligence collective. Alors l'intelligence collective, c'est quoi? Ce sont des personnes qu'on a identifiées en interne, qui ont une expertise sur un sujet, donc qui appartiennent aux différents départements, aux différentes business units, qui vont pouvoir aller commenter une information, la qualifier, apporter une valeur ajoutée et potentiellement proposer des plans d'action derrière. Pour autant, le constat aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ce qui demande de l'énergie, c'est pas tant de former les collaborateurs à un outil d'un point de vue fonctionnel, parce que les outils, de toute façon, ont une ergonomie qui fait qu'on ne s'adresse pas uniquement à des techniciens. En revanche, ce qui est plus compliqué, c'est de savoir embarquer les bonnes personnes en interne et puis en quelque sorte de pouvoir former au fur et à mesure un collectif de veilleurs engagés. Donc tout ça nous amène à cette notion d'engagement qui est aujourd'hui centrale. On en parle beaucoup dans tout ce qui est transformation des organisations, transformation managériale. On sait que c'est un facteur clé de réussite pour une entreprise agile et c'est aussi un prérequis dans une démarche de veille collaborative. Comme dans tout projet collaboratif, que ce soit un projet de veille ou pas un projet de veille,
on se rend compte que dès lors qu'il y a une injonction, ça peut pas fonctionner. Ce qui va être vraiment important, ça va être d'obtenir l'adhésion des collaborateurs. Donc évidemment, c'est important que le projet soit porté par la direction et que ça fasse partie des objectifs, mais il faut qu'il y ait également une réelle volonté au départ de la personne, des personnes qui sont amenées à participer. Raison pour laquelle, en général, ce qu'on préconise, c'est qu'avant de se lancer dans un projet de veille collaborative à grande échelle, ça va être déterminant d'identifier les bons profils, ces fameux relais, ambassadeurs, ces personnes sur lesquelles on va investir à la fois du temps, de l'argent et de la formation et qui vont former la base de ce dispositif de veille collaborative. Donc, parmi l'ensemble des services qu'on propose chez Sindup, aujourd'hui, on a une brique qui permet notamment, via l'outil eBet, de vous aider à évaluer le potentiel de mobilisation des collaborateurs. Donc, au départ, juste pour vous refaire un peu l'historique, on a rencontré un certain nombre d'acteurs sur le marché qui proposent de venir mesurer le niveau d'engagement. Et de l'une de ces rencontres est né le partenariat donc avec Mozart Consulting, qui est un cabinet de consulting qui est dirigé par Victor Vaknin, qui est à l'origine de cet indice socio-économique qu'est l'indice de bien-être au travail. Donc l'indice de bien-être au travail tel qu'il a été pensé par le cabinet Mozart Consulting permet en fait d'être dans du factuel et du concret uniquement. On se rend compte que tout ce qui est engagement, mesurer l'engagement d'un point de vue statistique, c'est quelque chose de quasi impossible à faire parce qu'on va tout de suite tomber dans quelque chose de subjectif. L'IBET, l'approche IBET, lui, se calcule à partir de données RH, SIRH. Donc, on est vraiment sur de la data uniquement. On n'est pas du tout dans une approche sondage, on n'est pas dans du déclaratif. Mais en fait, on va venir mesurer le coût de l'absentéisme, du turnover, des ruptures conventionnelles, des sorties en période d'essai, des licenciements non économiques, etc. Sur certaines populations et sur certaines mailles organisationnelles. Donc, il y a une dizaine de variables qui peuvent être prises en compte. Ça peut être par tranche d'âge, ça peut être par sexe, ça peut être par population, par exemple, de télétravailleurs ou non, par filiale, par niveau hiérarchique, etc. Donc, ce petit mapping, on va en fait en découler un score qui va de 0 à 1. 1 traduisant en fait le niveau d'engagement maximal. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que ce qu'on considère comme étant un bon score, on rentre dans une zone de bien-être au travail, se situe autour de 0,85, sachant que la moyenne nationale aujourd'hui, elle est plus autour de 0,73. Donc, pour le coup, on est vraiment dans une zone alerte. Donc, ce que le score IBET va permettre de faire en réalité, c'est de venir mesurer, calculer le niveau et le coût liés au désengagement des collaborateurs. Et donc, par effet miroir, on va pouvoir en déduire le niveau d'engagement sur certaines populations. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter l'intégralité d'un rapport IBET. Je vous montre juste une partie, une illustration qui permet de voir que très rapidement, justement, ce rapport IBET va permettre d'établir en fait une cartographie des zones chaudes et des zones froides. Donc, on va pouvoir repérer immédiatement les populations qui sont plus en zone de vigilance. C'est un schéma qui est assez parlant parce qu'on voit d'un point de vue organisationnel, donc les différents métiers, les fonctions avec le niveau hiérarchique et puis les données sociales. Évidemment qu'on va aller plutôt chercher notre vivier de futurs veilleurs dans des zones vertes où on sait qu'il y a un niveau d'engagement qui est élevé. Et puis en parallèle, évidemment, il y a des transformations, des plans d'action qui vont être menés plutôt sur les zones rouges et les zones oranges qui pourront être adressées une fois que ces problématiques auront été réglées. D'un point de vue méthodologie, pour vous donner un peu un ordre d'idée du déroulé, l'entreprise qui souhaite avoir un rapport IBET, au départ, elle adhère à un panel. Alors, ce qui va être intéressant avec l'adhésion au panel, c'est qu'elle va pouvoir venir comparer son score avec d'autres entreprises qui appartiennent au même secteur d'activité. Et puis, ça va permettre, comme je disais, de se comparer à des pairs, à des concurrents. Les données sociales sont transmises depuis la direction RH vers le cabinet Mozart Consulting. Le rapport est rédigé et puis ensuite il est restitué sur site par l'équipe du cabinet. D'un point de vue tarification, parce que c'est important d'avoir un ordre d'idée, aujourd'hui un IBET flash annuel coûte environ 5 900 €. Il comprend une restitution sur site par le cabinet Mozart Consulting, une restitution annuelle du panel, là aussi encore une fois dans une logique de comparaison,
Une analyse par webinar parce que il faut vraiment considérer l'IBET comme une phase de diagnostic. Donc, on est dans l'observation, c'est un état des lieux de ce qui se passe sur les populations à un instant T. Mais derrière, évidemment, qu'il y a toute une démarche d'accompagnement, il y a un plan d'action, il y a des recommandations, notamment avec un autre volet qui est une stratégie de vigilance managériale, à savoir où est-ce qu'on va concentrer ces futures actions et sur quel type de population. Et puis, dernière chose, c'est le certificat numérique attestant le score IBET. Donc là, ça va être particulièrement intéressant, notamment si vous avez un bon score IBET, parce que ça va participer à promouvoir la veille, enfin la marque employeur sur le web, et puis de pouvoir mettre ça en avant, notamment pour attirer de nouveaux talents. Donc cet outil que je vous ai présenté aujourd'hui de manière très globale, faut vraiment le prendre comme un outil dans une boîte à outils. Comme je disais, c'est vraiment cette phase de diagnostic et d'observation. Après, ce qui va rendre la démarche intéressante, c'est de venir compléter cet outil par une série d'actions qui vont viser à faire vivre, à faire évoluer, à faire grandir le dispositif. Parce qu'identifier les bonnes personnes, c'est bien, mais derrière, on sait qu'il va y avoir un gros travail de dynamique et d'animation pour faire en sorte que le dispositif reste pérenne. Donc, on peut vous accompagner sous ce volet-là. On propose par exemple d'organiser des événements du type matinée de la veille où on vient au sein de vos locaux réexpliquer le dispositif à vos côtés et puis les apports de ce type de démarche. On a des formations qui sont plus du type animation d'une cellule de veille parce que là aussi, on a conscience qu'aujourd'hui, un veilleur ou quelqu'un qui est à la tête d'une cellule de veille, c'est pas forcément le même métier que venir animer une cellule de veille. On a des formations qui sont plus sur comment engager les directions métiers, parce que c'est toujours aussi la problématique dans cette veille collaborative, d'avoir finalement des directions qui sont plus ou moins sensibles à ce type de sujet. Donc, comment les approcher et créer une appétence. On a des formations qui, elles, s'adressent davantage aux décideurs. Donc, comme je disais tout à l'heure, évidemment que, notamment dans une démarche de veille collaborative, c'est hyper important que ce soit porté par la direction au départ, mais après, tout au long du process, ça va être important qu'ils puissent comprendre quel est le ROI de ce type de démarche, comment les adresser et qu'ils prennent conscience que cette démarche, elle va vraiment servir la stratégie de l'entreprise. Et puis, dernier volet, toujours dans ces formations liées à la veille collaborative, c'est plus le côté promotion du dispositif en interne, parce qu'on se rend compte que la veille se trouve aussi à un carrefour avec la communication interne et que on n'est plus à faire sa veille dans un coin de table, mais ce qui va être important, c'est de communiquer sur le dispositif et puis, comme je le disais, créer l'envie pour amener d'autres personnes à se greffer à ce type de projet. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces actions mises bout à bout, à la fois d'identification des personnes. Avant l'identification des personnes, il y avait évidemment toute la structuration, toute l'organisation de sa veille au départ, et puis ensuite l'animation du réseau. Toutes ces actions mises bout à bout qui vont garantir à la fois le succès, mais aussi la pérennité de ce type de projet collaboratif. Voilà, donc c'était encore une fois une présentation très globale de ce qui est l'IBET, mais j'espère que ça a piqué votre curiosité et puis que ça vous amène peut-être à poser des questions dans la zone de chat ou éventuellement à creuser davantage le sujet. Et dans ce cas-là, je pourrais évidemment me rendre disponible pour un entretien individuel si vous le souhaitez. Allez-y, n'hésitez pas à poser vos questions. Je pense que Judith va prendre le relais sur cette partie-là. Ok, merci beaucoup Avital pour cette explication très intéressante. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité, on va dire, aujourd'hui, les sujets qui sont autour du bien-être au travail de manière plus générale, et puis notamment le côté engagement des équipes, encore une fois, dans un contexte vraiment très compliqué pour certains, et qui reste aujourd'hui très changeant et on va dire que les choses évoluent quasiment tous les jours. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la zone de chat. J'en ai une ou deux qui sont déjà arrivées. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Donc, oui, alors, merci beaucoup. Donc, il y a une question qui vient d'arriver. Donc, la question, c'est de savoir, c'est pour les entreprises de quelle taille, donc à partir de quelle taille, est-ce que ça peut faire sens, on peut peut-être dire, de mettre en place un IBET?
Alors, il faut compter environ un peu plus de 30 collaborateurs. En deçà, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est, on va dire, la taille minimale, c'est environ une trentaine de collaborateurs. Ok, merci. Et une deuxième question. La question, c'est de savoir combien de temps il faut pour mettre en place un IBET. Alors, à partir du moment où les données sociales sont communiquées jusqu'à la restitution, il faut compter environ 3 semaines. Voilà, c'est le délai moyen. Ok. Merci. Et puis, une autre question qui vient d'arriver concernant le format JBet. Donc, alors, si j'ai bien compris, la question, c'est de savoir une fois qu'on a acheté un IBET ou 2 IBET, un format annuel ou biannuel, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une licence ou est-ce qu'il faut en racheter à chaque fois? Comment ça se passe, on va dire, dans la durée? Alors, ce qu'il est possible de faire, c'est d'être formé à la méthodologie IBET pour éviter que ce soit le cabinet qui réintervienne à chaque fois. En général, c'est plutôt la direction RH qui est formée à cette méthodologie-là. Il faut compter environ 3 jours de formation. Pour ensuite être capable en fait de répliquer cette méthode et d'être autonome dans la mise en place de ce dispositif. Donc on peut être Ok. formé, on Et est puis, formé donc par le cabinet. ok, très bien. Mais merci beaucoup. Et puis, une dernière petite question que je regarde. Donc, la question, c'est de savoir si une fois qu'on a reçu son score IBET, donc tout à l'heure, Avital, tu as parlé des panels. Est-ce qu'on a la possibilité de se comparer pour savoir, voilà, est-ce qu'on est meilleur, moins bon, comment est-ce qu'on se situe, peut-être non seulement par rapport à son secteur d'activité, mais peut-être aussi par rapport à d'autres paramètres type géographique, etc. Oui, alors aujourd'hui, enfin, la moyenne, elle se fait par secteur d'activité. Donc, il y a déjà des scores existants hein, qui peuvent vous être partagés par secteur. On sait qu'il y a des secteurs où évidemment il y a des scores plus ou moins élevés, mais on peut déjà avoir ce référentiel-là de la moyenne du secteur. Et après, on va pouvoir alors avoir pour en discuter à l'intérieur du panel, avoir également les scores des autres entreprises qui appartiennent au panel, au cas par cas. Mais il y en a certains qui vont signer des clauses de confidentialité au départ parce qu'évidemment, elles n'ont pas forcément envie que leur score soit communiqué. Mais finalement, c'est pas le but de la démarche, étant donné que ce qui va être intéressant, c'est de mutualiser ces différents scores pour avoir une moyenne du secteur et puis de travailler ensemble aussi à l'attractivité du secteur. Ok. Et puis, on va peut-être prendre une dernière question, donc qui est donc par rapport à l'utilisation du score et la cellule de veille. Donc la question, c'est de savoir donc, concrètement, donc le score IBET, c'est un diagnostic qui est vraiment au niveau de l'entreprise. Concrètement, comment est-ce qu'on peut l'utiliser au niveau de la cellule de veille? Alors, il faut vraiment le prendre comme je disais, des données statistiques dans le sens où au démarrage, notamment quand il y a un grand nombre de directions métiers, on ne sait pas forcément vers quel type de population se tourner en priorité. Souvent, les gens démarrent une démarche de veille collaborative et c'est très difficile d'être discriminant, de se dire on se tourne plutôt vers telle direction, selon quel choix, c'est parce que je sais pas, je m'entends bien avec tel manager, donc j'ai envie de travailler avec lui. Là, finalement, ça pose les bases de manière très objective de se dire, ben voilà, on se base sur des données statistiques et puis on va aller, grâce à cette cartographie IBET, recruter les personnes plutôt qui se situent dans des zones vertes au départ. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il y a un interdit pour aller sur des zones orange ou rouge, mais c'est plus un facilitateur pour aller identifier ces fameux profils parce qu'on sait que à la lecture selon la grille de lecture IBET, ces gens-là seront plus à même finalement de s'engager dans un dispositif. Et puis, on le sait,
pour participer à un projet de veille, ça veut dire aussi communiquer des informations stratégiques à remonter à l'entreprise pour la faire avancer. Il faut avoir envie justement d'être dans ce partage d'informations. Donc, quelqu'un de désengagé, de base, va pas forcément passer de temps à essayer de faire avancer l'entreprise et à la faire évoluer. Donc voilà, faut vraiment le prendre comme une aide à identifier ces fameux pools où on va aller chercher en priorité les profils et puis ensuite de manière par cercle concentrique, on va aller adresser d'autres publics, d'autres départements une fois que justement ils seront passés peut-être dans des zones un peu moins en alerte. J'avais dit que c'était la dernière question. Bon, on va quand même prendre une toute petite dernière parce que c'est en lien direct avec le dernier point. La question, c'est de savoir si ce score IBET, on peut l'avoir au niveau des directions métiers. Donc, je pense que la question plus large, c'est de savoir est-ce qu'on peut l'avoir pour n'importe quel profil ou est-ce que c'est assez spécifique? Non, après, il y a différentes variables, donc on peut les croiser, on peut faire des focus sur certaines directions uniquement. On peut vraiment avoir des IBET sur mesure. Il y a un IBET un peu standard qui existe, mais après, on a la possibilité de faire des IBET sur mesure. Donc, ça peut être adapté par rapport à un besoin bien précis. Ok, très bien. Merci beaucoup pour vos questions. Merci pour votre attention. On va clôturer pour le webinaire de ce matin. On vous remercie de votre attention. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous reviennent à l'esprit un petit peu plus tard, n'hésitez pas à nous les poser par mail et on sera ravis de pouvoir vous accueillir à la prochaine édition, donc qui aura lieu dans un petit peu moins de 15 jours. Donc, n'hésitez pas à consulter notre blog pour voir la liste des différents webinaires dans la série, pour pouvoir vous inscrire et on sera ravis de pouvoir vous revoir une prochaine fois. Merci beaucoup à tous et puis je vous retrouve Merci. le 6 novembre. Merci, au revoir.